Salut à tous. Alors, en plus de mes vidéos sur le commentaire d'arrêt, la dissertation et le cas pratique, je tenais à faire une vidéo spécifiquement sur le problème de droit et le plan. J'avais déjà abordé le problème de droit et le plan, bien sûr, dans ces trois vidéos-là. Mais je trouvais ça pas mal de regrouper tous les éléments qui leur sont relatifs dans une seule et même vidéo, et aussi, bien sûr, d'en rajouter de nouveaux. Du coup, j'ai fait un petit PowerPoint. C'est la première fois que je fais ça, donc il est vraiment très basique. Le plan, alors, c'est-à-dire le plan de la vidéo là, pas le plan des commentaires d'arrêt, etc. Le plan de la vidéo. Tout d'abord, on va voir comment annoncer un problème de droit. Bon, rien de compliqué. Ensuite, on verra que le problème de droit doit être une question à laquelle on doit pouvoir répondre par oui ou par non. Ensuite, on verra que le problème de droit est un problème de droit précis. J'insiste sur deux droits, donc un problème juridique. Ensuite, on abordera les exigences à respecter dans les titres. Et enfin, je vous donnerai des exemples de titres. Donc, on peut commencer avec l'annonce du problème de droit. Dans un commentaire d'arrêt, vous pouvez utiliser la formule suivante. Les juges de la Cour de cassation ou les juges du fond se sont probablement posé le problème de droit suivant. Alors, si vous êtes face à un arrêt de Cour de cassation, vous allez utiliser les juges de la Cour de cassation. Et si vous êtes face à un arrêt de Cour de cassation, vous ne devez pas dire les juges du fond. Pourquoi ? Eh bien, je vous renvoie à ma vidéo que je vais afficher, questions-réponses. Ok. Si vous êtes face à un arrêt de première instance, par exemple tribunal de grande instance, ou face à un arrêt d'appel, donc cour d'appel, là, vous allez pouvoir dire les juges du fond, mais vous n'allez pas pouvoir dire, bien entendu, les juges de la Cour de cassation. Donc vous écrivez par exemple cette phrase, vous mettez vos deux points, et vous écrivez votre problème de droit. Dans une dissertation ou un cas pratique, vous pouvez utiliser la formule suivante. La question qui se pose est de savoir, et en général, on accompagne cette phrase avec un si, c'est-à-dire la question qui se pose est de savoir si, blablabla, blablabla. J'ai mis entre parenthèses, ceci est un exemple, puisque c'est un exemple de formule. On le retrouve souvent, que ce soit pour le commentaire d'arrêt, les juges se sont posés le problème de droit suivant, et pour une dissertation cas pratique, la question qui se pose est de savoir, ce sont deux formules qu'on retrouve souvent en droit. Donc ça, on va dire que c'est des valeurs sûres, mais qu'il n'y a pas que ça. Pour la phrase sur le commentaire d'arrêt, n'oubliez pas le probablement, on sait jamais, il y a des correcteurs qui sont entre guillemets susceptibles. On n'a pas la science infuse, donc on ne sait pas ce que les juges se sont exactement demandé. Donc mettez probablement. Donc ça c'était pour comment annoncer un problème de droit. Maintenant, le problème de droit doit être une question à laquelle on doit pouvoir répondre par oui ou par non. Je vous invite à vérifier auprès de vos correcteurs, donc vos profs de TD en particulier, s'ils sont d'accord avec ça, puisque tout ce qui touche à la méthodologie, ça peut varier d'une fac à l'autre. Néanmoins, ça, je pense que ça reste une valeur sûre. Que ça reste, c'est-à-dire juste dans la plupart des facs. Donc si vous commencez votre problème de droit par dans quelle mesure, dans quelles conditions ou comment, c'est pas bon, puisque vous comprenez bien que si vous demandez dans quelles conditions est-il possible de bénéficier de ceci, par exemple, quand vous allez répondre, vous n'allez pas répondre oui ou non, vous allez répondre c'est possible dans ces conditions-là et c'est pas possible dans ces conditions-là. Dans tous les cas, votre problème de droit, on ne pourra pas y répondre par oui ou par non, et donc ce sera un problème de droit faux sur la forme, vous voyez ? Alors à ce moment-là, je vous ai mis un exemple de problème de droit, je vous le lis. La participation d'un consommateur à une action de groupe est-elle subordonnée à son adhésion à une association de consommateurs agréée sur le plan national ? Soit c'est oui, soit c'est non. En fait, ça peut être oui, mais par ailleurs, ça peut être non, mais par exemple oui, mais il y a des exceptions. Ou le principe c'est que non, mais il y a des exceptions. D'ailleurs, c'est pas grave. Au contraire, même si la réponse c'est oui mais ou non mais, parce que même ceci, ça dessine en fait votre plan en quelque sorte. Le oui, ça peut être votre grand 1 avec principe, et le mais, ça peut être votre grand 2 avec exception. Alors, bien sûr, vos titres, vous n'allez pas les écrire comme ça, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Ou votre oui, ça peut être grand 1 avec portée, la portée,
Et votre mais, ça peut être votre grand E avec limite. Vous voyez, ça c'est les plans bateau, portée limite, principe exception. Ok, donc jusque là je pense que ça doit aller. Ensuite, le problème de droit est un problème de droit. Ce qui veut dire que dans votre problème de droit, il ne doit apparaître aucun élément de fait, c'est-à-dire tout ce qui se rattache au fait matériel. Donc dans votre problème de droit, il ne faut pas qu'il apparaisse Monsieur X. S'il y a eu une victime le 12 janvier 1985, vous n'allez pas non plus écrire 12 janvier 1985 dans votre problème de droit. Ni le lieu d'ailleurs, que ça se passe à Bordeaux, à Tourcoing, à n'importe où, vous n'allez pas préciser le lieu. Le problème en question est général, il peut être posé et résolu dans toutes les situations de fait qui s'y prêtent. On va s'arrêter là, je m'explique. Le but de votre problème de droit, quand ça reste un problème juridique, donc un problème de droit sans élément de fait, l'intérêt en fait c'est que quand vous allez y répondre, eh bien vous allez donner une réponse pas seulement pour Monsieur X, vous voyez, mais pour tous les Monsieur X qui pourraient potentiellement se retrouver dans la situation en question en fait. Vous voyez ? Parce que si vous posez comme problème de droit, est-ce que Monsieur X peut bénéficier de ceci et qu'après vous répondez oui, Monsieur X peut bénéficier de ceci, eh bien là vous aurez dans un sens apporté une réponse mais seulement pour le cas de Monsieur X. Alors, bon, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est logique qu'on parle pas que de Monsieur X et tout, mais bon, le droit, c'est entre guillemets bête, vous voyez. Il faut pas faire un problème de droit qui, en fait, concerne une seule personne, voilà. Il faut un problème de droit général qui peut potentiellement concerner toutes les personnes qui seront face à celui-ci. Même dans un cas pratique, puisque dans un cas pratique, c'est là le plus souvent qu'on a un Monsieur X, c'est-à-dire un client, vous allez poser un problème de droit général, vous allez ensuite répondre en exposant la solution de droit, en fait, votre solution juridique, et après vous allez appliquer cette solution juridique au cas de Monsieur X. C'est ce que je dis donc dans ma vidéo sur le cas pratique. Ok, le problème a une allure juridique et est précis. Alors, une allure juridique. Si je reviens sur mon problème de droit que j'avais formulé tout à l'heure. Voilà. Là, j'aurais pu dire, à la place de commencer par la participation d'un consommateur, j'aurais pu dire, est-ce qu'un consommateur, pour participer à une action de groupe, doit adhérer à une association de consommateurs agréée sur le plan national? Vous voyez? Mais déjà, rien que le « est-ce que », franchement, ça fait pas trop juridique, ça fait langage de la vie de tous les jours. Et si j'utilise « est-ce que », là, du coup, il y a le mot « subordonné » qui passe à la trappe. J'utilise plus le mot « subordonné », alors que ce mot « subordonné », vous allez le retrouver souvent dans vos problèmes de droit. Enfin, moi, personnellement, je l'ai souvent rencontré. Donc, c'est un mot, en fait, qui fait assez juridique. Donc, vous voyez, essayez dans la tournure du problème de droit d'être juridique, essayez d'éviter le langage courant quand on n'est pas dans la rue, on n'est pas au bureau de tabac ou autre. Ok. Ensuite, le problème de droit est précis. Alors, quand vous êtes face à un commentaire d'arrêt, en général, c'est pas difficile d'être précis puisque votre commentaire d'arrêt va concerner une notion en général, une notion juridique précise. Par exemple, en droit de la famille, ça va être un commentaire d'arrêt qui va se rapporter au mariage ou au divorce. En droit des obligations, ça peut être un commentaire d'arrêt sur le dol. En responsabilité civile, ça peut être un commentaire d'arrêt sur la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Dans tous les cas, un commentaire d'arrêt, en général, c'est sur une notion juridique précise. Donc, il ne faut pas que votre problème de droit soit super vague. Je reprends l'exemple de la responsabilité civile. Il existe plein de cas de responsabilité civile. Du fait personnel ou d'un fait qui n'est pas personnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez déjà fait du droit de la responsabilité civile, vous allez comprendre. À ce moment-là, vu qu'il existe plein de cas de responsabilité civile, vous n'allez pas pouvoir dire, dans votre problème de droit, vous n'allez pas pouvoir vous limiter à dire, par exemple, je le simplifie, est-ce que la responsabilité civile peut être engagée? Parce que là, vous dites juste responsabilité civile et vous précisez pas quel type de responsabilité civile, vous voyez, vous rentrez pas en fait vraiment dans le vif du sujet. Surtout que responsabilité civile, si vous vous arrêtez à ça,
c'est carrément le nom de la matière. Vous voyez, donc ça fait vraiment le gars qui est pas allé chercher loin, quoi. Donc voilà, essayez d'être précis sur votre problème de droit. Ensuite, les exigences au niveau des titres. Alors, ils doivent répondre à votre problème de droit. Je m'arrête là déjà. Vous avez sûrement entendu dire, ouais, à ce qui paraît, le correcteur, des fois, il a la flemme de tout lire, du coup, il lit que les titres. Ça peut être vrai, mais c'est à moitié vrai. Parce qu'il va lire les titres, mais aussi, en principe, il va lire votre problème de droit, et il va vérifier si vos titres répondent à votre problème de droit. Vous posez vous-même une question, donc la moindre des choses, c'est d'y répondre. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que votre grand 1, en particulier votre grand 1 et votre grand 2, doivent être des réponses à votre problème de droit. Pour savoir si c'est bien des réponses à votre problème de droit, une fois que vous avez formulé le problème et vos titres, vous relisez votre problème, donc c'est une question, je rappelle, le problème de droit, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc ce oui et ce non, ou ce oui mais, non mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut apparaître à travers les titres, en particulier à travers le grand 1 et le grand 2, et donc vous vérifiez, une fois que vous avez relu votre problème de droit, si votre grand 1 et si votre grand 2 répondent bien à votre problème de droit. Si vous voyez que c'est pas une question-réponse logique, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si votre problème de droit est bon, c'est que c'est vos titres qui sont mal formulés. L'idée est peut-être bonne de vos titres, mais la formulation va pas donner l'impression que vous répondez à votre problème de droit. Donc il faudra arranger ça. Ok ? Ensuite, dans les titres, il faut pas de verbe conjugué et pas de EET. Alors pour le EET, ça peut varier d'une fac à l'autre. Donc vérifiez auprès de vos profs. Pour ce qui est des verbes conjugués, j'ai envie de dire c'est sûr à 95% qu'il faut pas de verbe conjugué. Je veux dire dans toutes les facs, quoi. Mais il est possible d'utiliser les 2 points et le participe présent et passé. Pour les 2 points, vérifiez aussi, puisque ça peut varier d'une fac à l'autre. Participe présent et passé, c'est comme les verbes conjugués, en principe je suis sûr à 95% qu'on peut l'utiliser dans toutes les facs. Alors, exemple pour les 2 points, c'est un titre minable, hein, mais on s'en fout, c'est juste pour voir la forme en fait avec les 2 points. Donc l'empoisonnement, 2 points, une infraction formelle. Et le participe présent ou le participe passé, une solution de droit favorisant blablabla, ou une solution de droit favorisée par blablabla, ou encore, je l'ai pas écrit, une solution de droit ayant favorisé blablabla. Mais par contre, si vous mettez une solution de droit qui a favorisé, c'est pas bon, parce que là on tombe sur du passé composé si je me trompe pas. Dans tous les cas, on est plus sur du participe présent ou du participe passé, et du coup, la forme de votre titre n'est pas bonne, même si l'idée que votre titre véhicule est bonne. Donc il va falloir changer ça. Ok. Exigence des titres toujours. Faut-il donner son avis à travers les titres, et si oui, comment ? Alors, déjà, est-ce qu'il faut donner son avis à travers les titres ? Dans une dissertation, oui, c'est certain. Dans un commentaire d'arrêt, alors dans ma vidéo sur le commentaire d'arrêt, si je me souviens bien, je disais que donner son avis, c'était réservé à la dissertation. J'ai envie de revenir un poil là-dessus pour le commentaire d'arrêt. Le mieux déjà, c'est de vérifier auprès de vos profs, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut varier d'une fac à l'autre pour le commentaire d'arrêt. Mais dans tous les cas, on va moins donner son avis, je pense, dans le commentaire d'arrêt que dans la dissertation. La dissertation, c'est vraiment l'exercice juridique dans lequel on est le plus libre, et même si ça concerne pas le droit, enfin je sais pas, quand on était au lycée, qu'on avait de la philo, on était toujours plus libre dans une disserte que dans un commentaire de texte, vous voyez. Ensuite, dans un cas pratique et d'une note de synthèse, ne pas donner son avis, j'ai écrit, alors dans un cas pratique, pourquoi j'ai écrit ne pas donner son avis ? Parce qu'en général, il y a Monsieur X, c'est-à-dire votre client qui vient vous voir, il vous dit est-ce que je risque quelque chose ? Est-ce que je risque quelque chose ? Qu'est-ce que je risque ? Et là, vous devez lui répondre, soit oui, tu risques quelque chose, non, tu ne risques rien, et vous devez lui répondre, tu risques ça, ça, ça ou ça. Et dans votre cas pratique, vous n'allez pas dire que la solution de droit de l'arrêt Tartampion est contestable au nom de machin ou quoi. Enfin, votre client, il s'en fout, ça. Enfin, à la limite, si vous arrivez à le contester devant la cour, mais bon, là, dans le cadre de votre cas pratique, ce qu'il veut savoir, c'est s'il risque quelque chose ou pas. Voilà. Il s'en fout de la jurisprudence Y, vous voyez. C'est pas comme une disserte.
Et pour la note de synthèse, bon ça concerne pas beaucoup de monde de toute façon. C'est vraiment un exercice juridique où il faut rester le plus neutre possible. Alors comment donner son avis dans les titres? Donc ça je le disais déjà dans ma vidéo sur la dissertation, il y a certains mots qui peuvent être employés donc dans vos titres et qui vont vous permettre de donner de façon indirecte en fait votre avis. Si vous dites une solution de droit justifiée ou une solution de droit injustifiée, ces deux mots, justifié ou injustifié, permettent indirectement de donner votre avis. Pourquoi la solution de droit est justifiée? Pourquoi elle est injustifiée? Parce que vous pensez qu'elle est justifiée. Alors vous allez expliquer pourquoi après, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que un autre étudiant va peut-être penser que vous allez penser qu'elle est justifiée, et un autre, autant il va dire qu'elle est injustifiée, vous voyez. Après, il y a d'autres mots qui permettent aussi de donner son avis de façon indirecte, c'est-à-dire tout ce qui entoure la relativité, donc relativité, relatif, relative, opportunité, opportun, nécessaire, nécessité, disproportionné, proportionné, etc. Après, c'est à vous de trouver, quoi. Là, je vous ai donné des exemples, je pense que vous avez capté l'idée, c'est à vous de trouver. Peut-être que vous, maintenant que vous savez ça, quand vous verrez des corrections, par exemple sur le net, avec des titres, et que vous verrez ce genre de mots, vous allez vous dire, ah ben ça c'est un mot qui pourrait me permettre de donner mon avis de façon indirecte, vous voyez. Et le fait de donner son avis de façon indirecte aussi, ça vous force à pas faire des titres trop scolaires, vous voyez, parce que les correcteurs, peu importe l'exercice juridique, ils veulent pas que vous fassiez des titres trop scolaires, du genre je mets en titre le titre que le prof vous a donné dans le cours. Ouais, ça le fait pas, quoi. Ensuite, exemple de titre. Avant de mettre les exemples, évitez de se répéter. Alors se répéter, par là je veux pas dire éviter de mettre 2 fois le même mot dans la même phrase, ça c'est valable pour tout, même pas dans le droit, quand vous écrivez une lettre de motivation, ça le fait pas trop si vous répétez 2 fois le même mot dans la même phrase. Ce que je veux dire par là, éviter de se répéter, c'est qu'il faut éviter que dans son grand 1A, par exemple, eh bien ce soit la même idée qui soit véhiculée que dans votre grand 1. Vous voyez? Surtout qu'il faut aller du général au particulier. Et le général va s'afficher dans votre grand 1 et dans votre grand 2. Et le particulier, c'est-à-dire ce qui va venir compléter le général, va être visible dans vos A et dans vos B. Donc vous voyez, le grand 1 et le grand 2 c'est le général, et les A et les B à chaque fois, ça complète ce que vous avez dit, ça précise ce que vous avez dit dans le grand 1 et dans le grand 2. Donc il faut bien faire gaffe à pas dire la même chose dans le grand 1A que dans le grand 1, ou dans le grand 1B que dans le grand 1, etc. Alors, les exemples de titres suivants, c'est pas moi qui les ai faits, je vous le dis de suite, j'avais un peu la flemme, je suis allé sur le net, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, t'es sur un modèle de commentaire d'arrêt corrigé en fait, donc il y avait l'intro, tout ça, il y avait le plan, le problème de droit, puis le développement. Moi j'ai juste pris les titres, donc c'est un commentaire corrigé par le professeur Mingui. Il est prof au cas où ça vous intéresse, quoi, il est prof à la fac de Montpellier, moi je l'avais en droit de la distribution. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc on va essayer de retrouver à travers ces exemples, en fait, un peu tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, un peu pour comprendre en fait juste le contexte, on va juste lire le grand 1 et le grand 2. Donc le maintien du principe du respect de la dignité de la personne humaine au-delà du décès, et une limite apportée au droit à l'information. Alors j'ai pas lu le commentaire, mais de mémoire, ça doit parler, moi ça me rappelle en fait une affaire, c'était un homme politique, une personnalité politique si je me souviens bien, qui avait été assassiné, et la presse avait pris des photos de son cadavre, puis l'avait diffusé, puis le journal, et peut-être même le journaliste, il me semble, avait été condamné. Du moins, ça collerait à ce que dit ce plan en fait. Donc, le maintien du principe du respect de la dignité de la personne humaine au-delà du décès. Donc de la personne défunte, quoi, en fait. Dans notre grand A et notre grand B, on a le renouveau de l'attention juridique portée à la dignité des morts et l'opportunité de la protection de la dignité des morts. Donc déjà, vous voyez que là, on a une répétition, la dignité des morts, dans le grand A et dans le grand B. Ça, c'est pas
le genre de répétition mauvaise en fait, puisque en fait cette dignité des morts, vous la retrouvez également dans votre grand 1, mais dite différemment. La personne humaine au-delà du décès, bah c'est un mort quoi, quelqu'un qui quand on parle de quelqu'un après le décès, enfin c'est quelqu'un qui est mort quoi. OK ? Donc la dignité de la personne humaine au-delà du décès, pardon, et la dignité des morts, du mort, c'est la même chose. OK. Donc par cette répétition en fait, cette répétition, ça permet de montrer que déjà on est toujours, on s'est pas éloigné de notre grand 1, et que notre grand A et notre grand B en fait complètent chacun dans leur sens en fait complète ce qui est dit dans le grand 1. Dans le grand 1, c'est le maintien du principe du respect de la dignité de la personne humaine au-delà du décès. Donc en gros, grand 1, principe. On se limite à ce point-là. Principe. Et dans notre grand A et dans notre grand B, eh bien, on va avoir des précisions sur le maintien de ce principe, en fait. Voilà. Ensuite, dans notre grand 2, une limite apportée au droit à l'information. Entre parenthèses, juste en dessous, j'ai mis un principe du respect de la dignité de la personne défunte limitant le droit à l'information. Si vous voulez, ça c'est moi qui l'ai rajouté. C'est un peu pour faire comme dans le grand A et le grand B qu'on vient de citer, faire une répétition. Cette répétition, en fait, elle peut être à la fin, en fin de phrase, dignité des morts, c'est en fin de phrase, mais aussi en début de phrase. Si on lit notre grand 1, il commence par le maintien du principe du respect de la dignité de la personne humaine. Et là, je commence par un principe du respect de la dignité de la personne défunte. Alors, j'ai écrit défunte au lieu de personne humaine au-delà du décès, sinon ça aurait commencé à être un peu long. Limitant le droit à l'information. Mais vous voyez que dans le grand 1, on a principe du respect de la dignité. Et là, entre parenthèses, dans notre grand 2, on a principe du respect de la dignité de la personne défunte. Voilà, c'est une répétition qui aussi montre une complémentarité à travers vos titres. Grand 1, grand 2 sont bien complémentaires. Ça, ce genre de répétition, on va dire que ça dérange pas certains profs, et j'imagine que d'autres doivent pas trop être fans, donc le mieux c'est de demander. Mais bon, en général, c'est quand même pas mal accepté. Ensuite, notre grand A et B du grand 2, la restriction légalement justifiée du droit à l'information, et l'appréciation opportune de la restriction du droit à l'information. Du droit à l'information, pareil, je l'ai rajouté entre parenthèses, parce que vous voyez, on a droit à l'information, c'est pas obligatoire, les deux sont justes, et là, avec la parenthèse en plus, ça vous montre bien qu'en fait, les deux titres, A et B, complètent votre grand 2. Donc on va bien du général au particulier, que ce soit pour le grand 1 et pour le grand 2, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on regarde les titres en eux-mêmes, on n'a pas de verbe conjugué, on a des participes, comme par exemple dans le grand 2A, la restriction légalement justifiée. On n'a pas de et, on n'a pas des titres trop longs, bien entendu, il faut éviter de faire des titres qui s'étalent. C'est pour ça que si vous mettez pas de et, il y a des chances que vous mettiez pas des titres trop longs. Et voilà. Bilan de cette vidéo, eh bien le mieux c'est de s'exercer, mais pas que, parce que c'est bien beau de s'exercer, mais s'il y a personne pour vous dire que c'est bien ou que c'est mauvais, ça avance pas beaucoup, ça nous avance pas beaucoup, du coup le mieux c'est de se faire corriger, même quand on n'est pas relevé. Alors je sais très bien qu'on n'a pas forcément envie de faire CTD à chaque fois, surtout quand on sait qu'on va pas être relevé. Ça c'est à vous de voir si vous voulez, à vous de voir à quelle fréquence vous voulez vous entraîner ou pas, quoi. Enfin, voilà. Et ensuite communiquer avec ses correcteurs, parce que déjà des fois dans les corrections, c'est pas terrible. Bon, au niveau de l'écrit, c'est-à-dire ce qu'ils écrivent sur vos feuilles, déjà des fois c'est illisible, et puis il y a écrit 2 mots sur 8 pages de copie, vous voyez. Donc ça aide pas beaucoup. Et au niveau de l'oral, quand ils font les corrections à l'oral, en général, ça va sur le fond, c'est-à-dire sur vraiment le juridique, tout ça, quoi, la justesse, tout ce qui se rapporte au cours en fait. Mais en général, ils s'attardent pas trop sur la méthodologie. Alors je dis pas ça pour tous les profs, hein, bien sûr, ça doit varier d'un prof à l'autre. Mais moi, de ce que j'ai eu en prof, d'une manière générale, la méthodologie,
on était un peu livrés à nous-mêmes, quoi. Et communiquer avec ces correcteurs aussi pour savoir ce qu'ils attendent de vous, leur façon de corriger. Je vous disais dans la vidéo que certains éléments peuvent varier d'une fac à l'autre, donc ce genre de truc, ça peut être pas mal à vérifier. Aussi bien ce que je vous dis moi, que ce que vous voyez sur le net, quoi. Bon, après il y a des trucs qui paraissent logiques, quoi. Vous voyez, on se doute bien que c'est pareil de partout, que c'est universel en quelque sorte, mais il y a certains trucs qui peuvent paraître moins logiques et donc qui sont pas mal à vérifier. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, si vous pensez que j'ai oublié certaines choses, ou si vous avez besoin de précisions supplémentaires, eh bien le mieux c'est de me les mettre en commentaire sur YouTube, comme ça je vous répondrai et ça pourra aussi bénéficier à d'autres personnes qui pourraient se poser les mêmes questions. Écoutez, bon courage pour vos exercices juridiques et à la prochaine.